Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Rouge de l'ENSAM qui va nous parler de biomécanique humaine et plus particulièrement de biomécanique du sport avec une thématique qui nous intéresse énormément aujourd'hui, l'influence des surfaces de jeu sur les risques lésionnels. Vous êtes tous pratiquants de foot ou de rugby et vous savez tous les controverses qu'il existe en particulier sur les terrains synthétiques, donc nous espérons que cet exposé va nous renseigner là-dessus. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation et pour votre accueil. Donc, comme cela a été dit dans l'introduction, j'ai le plaisir de diriger l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, qui est le laboratoire de biomécanique de l'ENSAM, dans lequel nous menons en particulier des études sur la biomécanique du sport. Et je vais aujourd'hui me focaliser sur la biomécanique des terrains, que ce soit pour les applications de foot ou de rugby. Donc, l'étude que je vais vous présenter a été co-dirigée par le professeur Patricia Teureux, qui est chirurgienne orthopédiste à l'hôpital d'Avicenne, et par moi-même. Elle a été menée à partir de l'année 2011 en collaboration avec la société Natural Grass et nous avons travaillé à peu près 3 ans pour obtenir ces résultats. Donc, comme vous le savez, notre institut a 2 équipes de recherche. L'une s'occupe plus particulièrement de modélisation neuromusculo-squelettique, l'autre de biomécanique du sport et en particulier de risques lésionnels. Elle est aujourd'hui co-dirigée par les professeurs Sébastien Laporte et par le professeur Patricia Teureux et nous avons dans l'équipe plusieurs maîtres de conférences, donc Elon Pillet, Christophe Soré, des postdocs, Laura Valdès, Léo Benouache et des doctorants, Maxime Bourga. Voilà, nous travaillons essentiellement avec les fédérations de sport, que ce soit foot, rugby, basket, golf, natation. Et à chaque fois, nous essayons de proposer des modélisations personnalisées permettant de quantifier l'efficience du geste sportif et les chargements, en particulier les chargements intersegmentaires. Alors aujourd'hui, nous allons faire un focus tout particulier sur le domaine du football. Nous regarderons les risques lésionnels associés à ce sport et nous essaierons de comprendre d'où ils peuvent venir. Nous ferons un petit focus sur le genou, et en particulier sur les ligaments croisés, et je vous présenterai les résultats de l'étude que nous avons menée sur l'influence des surfaces de jeu. Alors, bon, le foot, tout le monde connaît, 250 millions de joueurs. Par contre, ce que les gens savent moins, c'est que c'est un sport où le taux de blessure est relativement important quand on le compare aux autres sports. Vous avez ici les données des Olympiades de 2008 et 2010 pour lesquelles on fait appel à des joueurs professionnels ou d'un niveau extrêmement élevé. Et le football arrive en numéro 2 avec à peu près 30% de joueurs blessés et 17% qui ne pourront pas reprendre la compétition. Ces blessures sont extrêmement importantes, elles sont très dommageables à la fois pour les joueurs mais aussi pour les clubs. Vous avez ici les données en Ligue 1 au 23 novembre où on se rend compte que 100 joueurs sont blessés et chaque club est touché avec des joueurs blessés allant de 2 à 10 suivant les équipes. Donc nous le savons, les études le montrent, le taux de blessure est plus important en match qu'à l'entraînement de par l'implication dans le jeu. Entre 75 et 90% de ces blessures sont liées aux membres inférieurs et de façon relativement étonnante et peu connue du public, entre 60 et 75% de ces blessures sont des blessures sans contact, comme vous pouvez le voir sur les images, que ce soit celles de Michael Owen, Thierry Henry ou Grégory Coupé. Donc le joueur se blesse quelque part tout seul. Donc se pose une grande question, c'est d'où peuvent venir ces blessures. Alors ces blessures sont multifactorielles, elles ont 3 causes faciles à résoudre. Tout d'abord l'hygiène de vie, la mauvaise préparation physique, mais dans des sports de haut niveau, généralement les préparateurs physiques sont de très bon niveau, et la mauvaise gestuelle. Un article récent de Walden est sorti en 2015 qui, via l'analyse vidéo des matchs qui sont filmés par plusieurs caméras, a pu démontrer qu'il existait des gestes qu'il ne fallait pas réaliser. Ces gestes sont au nombre de 3. Le pressing défensif en retard, les mécanismes de réception, que ce soit de coups de pied ou de tête. Alors je vais vous faire une petite illustration pour bien montrer que ça marche, malheureusement. Vous avez ici Cédric Carasso, donc des Girondins de Bordeaux, qui va faire un geste qui s'apparente à un pressing défensif sur l'appui gauche de sa réception. On le voit mieux de derrière en fait, et on va comparer l'image avec l'image que vous avez juste en haut de mon joueur. Quand on fait un arrêt sur image dans cette configuration-là où il se rompt le ligament croisé, et quand on fait le symétrique de cette image pour se remettre dans le même plan, on se rend compte qu'on est exactement dans la même configuration que celle d'un pressing défensif où on est en retard. Autre image, plutôt autre vidéo, réception de tête, voilà, sur un pied avec encore une fois rupture du ligament croisé. Donc on sait qu'il y a des gestes à ne pas faire, les préparateurs physiques font travailler les joueurs sur ces gestes-là de manière à avoir les bonnes habitudes. Bien entendu, l'équipement joue un rôle primordial, mais finalement, il existe maintenant des tests
qu'on pourra discuter au cours de cet exposé, qui permettent de comprendre l'influence du nombre de campements, de leur type, de leur positionnement en fonction du type de terrain sur lequel on joue. Et enfin, par contre, arrive un problème clé qui est l'influence des surfaces de jeu. Donc vous le savez, aujourd'hui, il existe au moins 3 grands types de surfaces de jeu, terrain naturel, terrain synthétique et terrain hybride, même si derrière ces dénominations se cachent beaucoup de technologies différentes. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau d'un appui d'un sportif, sur une phase de dribble, ici remodifiée à l'entraînement, on se rend compte que quand le pied va toucher le sol, va se générer en fait une onde de choc qui va se propager à la fois dans le pied et dans le terrain. Le niveau de cette onde de choc, en fait, est lié à la vitesse de l'impact. Plus on va vite, plus l'onde de choc est importante, et aux caractéristiques du terrain. 2 caractéristiques sont très importantes, la rigidité du terrain et sa densité. Et plus le terrain est raide, de même plus il est dense, et plus le niveau du choc est important. Si nous étions en mesure de mesurer finalement l'effort exercé par le terrain sur la chaussure, voilà le genre de courbe que nous aurions. Donc on se rend compte qu'il y a une phase dite de Wake Acceptance Phase dans les articles de Dempsey où l'effort est le plus important, et ensuite une phase de propulsion. Donc les auteurs dans l'ensemble des papiers s'intéressent à la première phase qui est celle qui génère le plus d'efforts. Le problème est que d'un point de vue de l'entraîneur, en fait il vaudrait mieux avoir un sol relativement raide, puisque un sol raide permet de diminuer le temps de contact au sol, de diminuer la perte d'énergie, parce qu'en fait le sol se déforme moins, et d'augmenter la vitesse du jeu. On le sait tous, dès qu'il pleut, le terrain a tendance à être beaucoup plus lourd, beaucoup plus absorbant, et finalement ça nivelle le niveau, et du coup quand on a une bonne équipe, on n'a pas intérêt à avoir ce nivellement de niveau. Donc finalement on se rend compte qu'un terrain est un compromis entre d'un côté de la performance et d'un côté des potentiels risques lésionnels. Alors on va regarder le deuxième appui, l'appui gauche. De la même façon, on a encore un effort normal, mais cette fois-ci on a aussi un effort tangentiel. Et si on était en mesure de quantifier pendant le contact comment évolue le ratio entre l'effort tangentiel et l'effort normal, voilà ce que l'on observerait en fonction du temps. Donc en fait, le joueur vient charger le terrain jusqu'à une certaine limite, et au-delà de cette limite, le terrain lâche et la chaussure commence à glisser. C'est extrêmement important parce que du coup, il faut bien comprendre que le couple chaussure-terrain joue le rôle d'un fusible mécanique qui, d'une certaine façon, va protéger l'articulation. Donc comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui vous avez le choix entre 3 grandes technologies, terrain naturel, terrain synthétique et terrain hybride, même si je le répète parce que c'est très important, cachés derrière la même dénomination se cachent des technologies très différentes et du coup des résultats qui peuvent être très différents. Et très rapidement, les gens se sont intéressés à l'épidémiologie de ces terrains-là, et en particulier ont comparé de façon massive les terrains synthétiques et les terrains naturels, avec des études rétrospectives comptant le nombre de blessures. Elles sont un petit peu faites sous le même format. On regarde plusieurs équipes sur plusieurs saisons, que ce soit du football américain ou du rugby. On regarde les gens qui ont été blessés. On met d'un côté ceux qui se sont blessés sur terrain naturel, de l'autre côté ceux qui se sont blessés sur terrain synthétique. Et on poule tout ça et on attribue tout ça au terrain. Mais j'espère avoir été suffisamment convaincant. On voit bien que parmi les sources de blessures, il y a certes le terrain, mais il y a aussi au moins les 4 autres facteurs que j'ai évoqués au début de cet exposé. Donc, quand on fait ce genre d'études, on ne remarque aucune différence significative dans 85% des études. Parce que finalement, entre un terrain naturel qui est un champ de patates et un terrain synthétique qui est plat, finalement peut-être que les deux vont blesser les joueurs, pas de la même façon, mais que le nombre de blessures va être à peu près le même. Donc en ce moment, il n'y a pas de consensus dans la littérature internationale, et en tout cas les gens n'ont pas observé d'augmentation massive des blessures sur terrain synthétique quand ils poulent de façon globale l'ensemble des joueurs et l'ensemble des blessures. Alors d'autres types de papiers peuvent être trouvés dans la littérature. Il s'agit principalement d'essais de couple chaussure-terrain via des robots testeurs comme ceux affichés à l'écran en ce moment. Toutefois, on comprend bien que les niveaux de chargement n'ont rien à voir avec ceux réellement appliqués dans le cadre d'un sport, et du coup, les conclusions que l'on peut en tirer sont quand même relativement limitées. 2 types d'études par contre sont relativement intéressantes. Les études sur pièces cadavériques, où on voit ici un essai allant jusqu'à la rupture des ligaments croisés qui sont équipés de jauges de déformation, et les études de manière générale avec de l'analyse de mouvement, mais qui pour le cas sont réservées à des études en laboratoire sur des terrains qui n'ont rien à voir avec les terrains sportifs.
Ces deux études nous renseignent quand même énormément sur le type de mouvement qui génère des pathologies et typiquement la combinaison d'une flexion du genou avec des mouvements de rotation, que ce soit varus valgus ou rotation interne, sont extrêmement dommageables pour le LCA. Alors justement, voyons ce qui se passe dans le cadre d'un geste sportif. Ici, un dribble réalisé à une vitesse qui est extrêmement importante. Pour faire ces changements d'appui, compte tenu de la masse des joueurs, ça nécessite des couples très importants pour pouvoir tourner. En effet, le joueur va se servir de sa jambe comme point d'appui pour pouvoir réorienter son corps et réaliser son geste d'évitement. Ce faisant, il combine en la fois de la propulsion pour aller vite et donc quelque part une flexion du genou avec des couples très importants autour du fémur ou autour du tibia. Et quand ces couples sont trop importants, avec un mauvais contrôle moteur, on peut être amené à avoir une rupture du LCA. Donc pour étudier cela, nous avons décidé d'avoir une approche complètement différente, diamétralement opposée de ce qui est fait par nos collègues dans la littérature internationale. Nous nous sommes dit, si on veut pouvoir quantifier l'effet des terrains, il faut qu'on utilise les mêmes joueurs le même jour sur 3 terrains de nature différente et que du coup on puisse éviter les biais liés à la préparation physique, liés à l'équipement qui sera identique et liés à tous les autres facteurs que j'ai évoqués. Donc nous avons construit une serre qui faisait à peu près 200 mètres carrés et qui contenait 3 pistes ressemblant à 3 pistes d'athlétisme mais réalisées avec les standards internationaux de construction des terrains de football, à savoir 17 cm de substrat placé au-dessus d'une couche de gravier drainante elle-même équipée d'un système de drainage. Et donc vous allez retrouver sur ma gauche un terrain hybride, technologie Air Fiber, au centre un terrain de type naturel avec une technologie équivalente à celle du Stade de France, à l'époque où il était encore en terrain naturel, et à droite une technologie de gazon synthétique de type 3e génération. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le substrat hybride utilisé, et compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de technologies différentes, en l'occurrence il s'agit d'un substrat développé par la société Natural Grass, qui est composé de sable, de liège et de fibres synthétiques. Donc notre serre était parfaitement contrôlée, il y avait un système d'arrosage automatique qui fonctionnait tous les matins avant les essais, un système de chauffage et de luminothérapie de manière à assurer la pousse optimale du gazon, et un système optoélectronique sur tout le pourtour qui allait nous permettre de mesurer le mouvement des joueurs en 3D. Donc voilà à quoi ressemblent les pistes 9 mois après la réalisation et vous retrouvez de gauche à droite l'hybride, le naturel et le synthétique. Donc on est venu placer des capteurs sous la pelouse qui vont venir mesurer la réaction des appuis des joueurs. Il s'agit de plateformes de force qui ont été insérées finalement dans la couche de gravier et sur lesquelles on est venu clipser une boîte qui bien entendu ne touchait pas le reste de la pelouse. Donc on a bien en fait un dégagement de manière à ce qu'il n'y ait pas de transmission des efforts entre ces deux parties-là. Ce qui fait que quand le joueur en fait arrive au-dessus de ces boîtes, on a des réactions du sol qui sont mesurées par les plateformes de force qui sont cachées dessous. Et via un modèle personnalisé des joueurs, on est capable de remonter à ce qui se passe au niveau des genoux ou au niveau de la cheville. Donc pour les fans de biomécanique, on a utilisé 2 plateformes de force MTI à 1200 Hz et on a utilisé 8 caméras Vicon à 300 Hz pour mesurer la cinématique des joueurs. Donc 3 gestes ont été étudiés. La course, pied droit sur la plateforme, le cadrage débordement ou le dribble, pied droit sur la première plateforme, pied gauche sur la deuxième plateforme placée à 45 degrés de manière à laisser toute la latitude du joueur dans son mouvement. Et le drop jump pour simuler une tête ou une réception de touche avec en fait une réception d'une hauteur de 70 cm. Chacun des gestes a été répété pour chaque configuration 5 fois au moins de manière validée, ce qui fait un nombre d'essais relativement considérable. Donc voici comment étaient équipés les joueurs, 70 marqueurs réfléchissants placés au niveau des différents segments avec un modèle segmentaire à 15 segments si je ne dis pas de bêtises. Et on a fait un modèle personnalisé de chacun des joueurs de manière à connaître la masse et les propriétés inertielles de chacun des segments à partir de photogrammétrie de face et de profil comme proposé par LNP en 2010. Donc tous les joueurs ont eu lors de l'étude des chaussures neuves qui n'ont servi qu'à l'étude et donc qui ont été quand même très peu utilisées. Il s'agit d'Adidas Predator à lame qui sont des chaussures qui ne permettent justement pas de glisser de manière à avoir l'intégralité des efforts transmis au niveau du corps. Donc voici typiquement une vidéo de l'analyse cinématique d'un des joueurs sur un cadrage débordement. Donc pied droit, première plateforme, pied gauche, deuxième plateforme. Les flèches rouges que vous observez sont les réactions aux appuis.
Et nous allons comparer l'ensemble des pistes pendant la phase où on a les efforts les plus importants, donc durant la weight acceptance phase, en termes de temps de contact et en termes de chargement au niveau du genou. Donc, deux moments vont être particulièrement étudiés, le moment de rotation interne, donc autour de l'axe du fémur, et le moment de valgus dans le plan perpendiculaire, car de nombreux auteurs ont montré leur lien avec la rupture du LCA. Alors voici les résultats de cette étude. En termes de vitesse de course, aucune différence significative, quels que soient les substrats, quel que soit le test. En termes de temps de contact au sol aussi, pas de différence significative, quel que soit le substrat, quel que soit le test. Par contre, nous avons observé des différences significatives au niveau des moments. Donc le premier moment dont je vais vous parler est le moment de rotation interne, donc autour de l'axe du fémur, qui a été pour le coup renormalisé par la masse des joueurs, puisqu'ils avaient des masses différentes. Et on remarque que l'appui le plus générateur de moment est l'appui gauche lors du cadrage, ce qui est aussi quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de papiers de la littérature, avec des réductions entre le terrain synthétique et le terrain hybride de l'ordre de 35%. Au niveau du moment de valgus, encore une fois renormé par la masse, on observe des différences encore une fois très significatives, puisque cette fois-ci les différences sont de l'ordre de 43% entre le terrain synthétique de troisième génération et le substrat hybride. Donc de manière générale, le terrain synthétique apparaît celui qui génère les chargements les plus importants, en particulier lors d'appui gauche du cadrage. A l'inverse, le terrain hybride est celui qui permet d'avoir les chargements intersegmentaires les plus faibles. Alors nous avons complété cette étude avec l'étude de facteurs liés à la commotion cérébrale, parce que lors de chocs, en particulier entre les attaquants et les gardiens, il peut arriver que la tête soit en contact direct avec le sol, comme c'est le cas sur ma vidéo. Vous connaissez tous ce test, qui est un test qui est beaucoup utilisé, en particulier dans le domaine du rugby ou des surfaces de jeu pour enfants, qui consiste à faire tomber une masse de 4 kg représentant le poids de la tête, plusieurs fois au même endroit et avec des hauteurs de chute différentes. Et le HIC va vous donner un critère en mètres. Plus le HIC est important, plus vous pouvez tomber de haut pour avoir en fait un risque lésionnel équivalent. Alors, il est important de voir finalement que ce HIC peut être calculé quelque part de deux façons. Le premier impact et le maximum des 4 impacts au même endroit, permettant de prendre en compte la compaction du terrain. Donc le premier des impacts est ici présenté en rouge sur mes slides, et le maximum des 4 impacts est présenté en bleu. Vous remarquez que finalement le substrat hybride permet de gagner 40% de hauteur par rapport à un substrat naturel et 60% par rapport au terrain synthétique. Et autre chose, on se rend compte que entre le premier choc et le maximum des 4 chocs, il n'y a quasiment aucune différence, montrant que le sol a une très très bonne résistance à la compaction, et quelque part qu'entre chaque choc, il reprend ses propriétés mécaniques. Alors que si on va sur un substrat naturel, on déforme plastiquement le choc qui ne reprend pas sa forme, et le sol devient de plus en plus raide. Et on retrouve la même chose sur le substrat synthétique, où finalement, quelque part, on vide les billes, et encore une fois, les petites billes de caoutchouc, et du coup, encore une fois, le sol devient plus raide. Donc, comme toute étude, cette étude a des limites que je voudrais mentionner ici. Il s'agit d'une analyse de dynamique inverse avec certaines hypothèses, en particulier sur la masse et l'inertie des différents segments, sur la capacité à mesurer de façon propre la cinématique des joueurs. Malgré le temps de l'étude qui a quasiment nécessité 2 ans et demi, nous n'avons pu inclure que 15 joueurs tellement le temps de manip était long. Les résultats que je vous donne ne sont valables que pour les 3 substrats que nous avons testés dans les conditions de test que nous avons utilisées, car, comme je l'ai déjà dit et je voudrais vraiment insister dessus, derrière la même dénomination se cachent des technologies qui peuvent être extrêmement différentes. Par contre, nous pensons que cette étude a un certain nombre de forces que je voudrais aussi souligner ici. Tout d'abord, c'est la première étude au niveau mondial à quantifier les actions intersegmentaires sur des vraies surfaces de jeu en conditions quasi réelles de jeu. Donc ça nous paraît être un point de réflexion intéressant. Et nous avons essayé d'éliminer tous les biais possibles en nous focalisant uniquement sur le terrain, en enlevant du coup la préparation physique, puisque les joueurs avaient exactement la même, quelle que soit la piste testée, ils avaient le même équipement, ils faisaient exactement le même geste, et quoi qu'ils aient fait la veille, en tout cas, ils étaient le même jour sur les mêmes pistes. En conclusion, j'aimerais souligner le lien essentiel qu'il doit être créé entre le jardinier, l'entraîneur, le préparateur physique et les joueurs, parce qu'on voit qu'on peut faire varier les propriétés mécaniques d'un terrain en faisant des traitements spécifiques.
Il nous paraît quand même important de réfléchir à la cohérence des installations et j'ai toujours du mal à comprendre que le terrain d'honneur et le terrain d'entraînement ne soient pas de la même technologie, parce qu'on comprend bien que le ressenti du joueur va être différent et l'adaptation du corps va être différente. Pour illustrer mon propos, voici finalement une vidéo un petit peu désagréable. On va voir un joueur qui joue sur terrain naturel et dont les bords du terrain sont réalisés en terrain synthétique, comme on le voit souvent en Angleterre. Voilà, je suis sur terrain naturel, paf, je passe sur le terrain synthétique, et comme j'ai été habitué à un certain ressenti pendant tout le temps où j'ai joué sur le terrain naturel, ben, cette différence peut être très difficile à gérer pour le joueur. Le résultat principal de cette étude est que oui, les surfaces de jeu ont une influence sur les chargements intersegmentaires. Donc, dans le cas de notre étude, nous avons trouvé que les efforts et les moments maximaux étaient obtenus sur l'appui gauche du cadrage et que très largement le terrain synthétique était celui qui générait le plus d'efforts ou le plus de moments. Et à l'inverse, c'était le terrain hybride qui permettait d'avoir les valeurs les plus faibles. Et ces résultats-là ont été cohérents avec les tests de HIC qui ont donné le même ordre de classement. Donc aujourd'hui, ces terrains hybrides, en tout cas cette technologie-là est très implantée en France, puisque beaucoup de terrains de Ligue 1 sont équipés de cette technologie, ont été utilisés pour l'Euro 2016 avec de très bons résultats. Voilà, il me reste à vous remercier et surtout remercier avant le lycée Chériou, Laurent Maria, professeur d'horticulture, Vincent Carbou, professeur de sport et responsable de la section sport-études, pour toute leur aide lors de la réalisation de ce projet un petit peu gigantesque, ainsi que tous les joueurs qui ont eu l'amabilité de bien vouloir participer au protocole. Et voilà, je voudrais vous remercier pour votre invitation et pour votre attention. Merci à tous.